L'histoire des Juifs de France, c'est tous les matins sur Radio J en présence de Christophe Dard. On retrouve Christophe. Ça va Christophe ? Mais ça va très bien. Et vous avez besoin de prendre un petit peu votre respiration. Ça va très bien, ça va très bien. Vous êtes en pleine forme en tout cas. Je suis en pleine forme. Et pour ce nouveau numéro, nous allons refermer le chapitre consacré à Alfred Dreyfus. Nous y avons consacré plusieurs épisodes et aujourd'hui, nous arrivons à l'épilogue de cette affaire, plus précisément à la période 1900-1906, au cours de laquelle le brillant capitaine va se battre pour être réhabilité après avoir été gracié par le président de la République. Mais Christophe, ce qu'il faut dire, c'est que les Dreyfusards vont subir un gros coup dur en 1902, car cette année-là, Émile Zola, la personnalité la plus célèbre à avoir pris fait et cause pour Dreyfus, va mourir. Un décès qui aujourd'hui encore reste mystérieux. Mais oui, Ilana, c'est vrai que c'est une anecdote assez troublante. On est au matin du 29 septembre 1902 et là, on retrouve le corps inanimé de l'auteur de J'accuse. Vous savez, en une de l'Aurore, 4 ans plus tôt, dans la chambre de son appartement du 21 rue de Bruxelles, dans le 9e arrondissement de Paris, tout près de la place Clichy. Zola est mort dans son sommeil, asphyxié officiellement par du monoxyde de carbone dû à une cheminée mal ramenée. L'enquête conclut un tirage défectueux. Et au début des années 1950, quelques temps après la commémoration des 50 ans de la mort de Zola, un journaliste du nom de Jean Bedel reçoit de la part d'un lecteur une confession recueillie en 1928, celle d'un entrepreneur en fumisterie. Et ce dernier affirmait alors avoir bouché la cheminée de Zola, je le cite. Dans une maison voisine, il y avait des travaux de réfection de la toiture et des cheminées. Nous en avons profité par suite du va-et-vient continuel dans cet immeuble pour repérer la cheminée de Zola et la boucher. Nous l'avons débouchée le lendemain matin très tôt. Nous avons pu profiter du remue-ménage provoqué par la découverte de l'accident pour nous mêler aux ouvriers qui ont pénétré dans la maison de Zola dans les années 1990. Un criminologue qui 30 ans plus tôt avait lui aussi recueilli un témoignage d'un homme dont les parents habitaient tout près, la maison voisine de Zola, affirmait que du plâtre avait été placé sur la cheminée menant à la chambre à coucher de l'écrivain. C'est un témoignage accablant qui pourrait laisser donc penser à un assassinat, mais quel crédit donner à cette révélation quand même assez tardive ? Après tout, aucune preuve n'existe et la personne a très bien pu mentir. C'est vrai, vous avez raison, mais l'entrepreneur en fumisterie du nom de Buronfaux, c'est intéressant, chargé d'encadrer les manifestations de la Ligue des Patriotes, farouchement anti-dreyfusarde et antisémite. Alors c'est assez troublant quand même. Et puis Zola a été menacé de mort. 1 an avant sa mort, on avait désamorcé une bombe devant son domicile. D'ailleurs, Alain Pagès, l'un des spécialistes de l'œuvre de Zola, n'exclut pas la thèse de l'assassinat. Dans une interview au Point en 2018, il déclare, je le cite, « C'est ma conviction, mais comme je suis rationnel, j'entends apporter des preuves. Il y a de la certitude absolue, car la preuve elle-même n'est pas absolue. On est bien dans le domaine de l'énigme, où le fait demeure soumis à l'interprétation et à la discussion. En effet, comme l'ont avancé d'autres hypothèses, des ouvriers ont très bien pu boucher par erreur la cheminée de Zola. En tout cas, la mort du romancier provoque une émotion immense. Son décès brutal fait la une de tous les journaux. Le camp Dreyfusard lui rend hommage lors de ses obsèques une semaine plus tard. L'écrivain Anatole France, ami de Zola, souhaite même la présence de Dreyfus à l'inhumation de celui qui l'a soutenu. Dreyfus ne viendra finalement pas par crainte de nouvelles émeutes violentes antisémites, car si la gauche avait remporté les élections au printemps, donc quelques mois plus tôt, et que les antisémites un recul sur le front électoral, les braises évidemment sont encore vivace entre pro et anti-Dreyfus. Il faudra d'ailleurs des décennies pour que cela s'apaise, peut-être même encore aujourd'hui que cela est encore vivace. Ajoutons que le camp Dreyfusard va perdre aussi un autre de ses représentants les plus éminents, Bernard Lazare, qui meurt lui en septembre 1903. Toutefois, les Dreyfusards font pression sur le gouvernement pour obtenir la réouverture d'une enquête. Dreyfus lui-même écrit au garde des Sceaux pour demander la révision du procès de Rennes. Cela finit par être accepté et les enquêteurs découvrent que la plupart des pièces produites et à charge contre Dreyfus sont en fait des faux pour la plupart. Et notamment le fameux bordereau de 1894, celui par lequel tout avait commencé. Le rapport démontre que l'écriture est bien celle d'Esterhazy, qui a avoué son méfait entre-temps. Le 9 mars 1905, le procureur général Baudouin rend un rapport de 800 pages. Il réclame la cassation sans renvoi
et il fustige l'armée. Un an plus tard, le 12 juillet 1906, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, annule sans renvoi le jugement rendu en 1899 à Rennes et prononce l'arrêt de la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Et affirme que la condamnation portée contre lui a été prononcée à tort et que Dreyfus ne doit pas être renvoyé devant un conseil de guerre pour la simple et bonne raison qu'il n'aurait jamais dû y comparaître devant l'absence totale de charge. Et donc, après 12 années de cauchemar, Dreyfus est enfin réhabilité. C'est donc bien sûr une date importante, ce mois de juillet 1906. Et dès le lendemain, 13 juillet, il est réintégré partiellement dans l'armée avec le grade de chef d'escadron, alors qu'il pouvait légitimement prétendre au grade de lieutenant-colonel. Mais ces 5 années de déportation et d'incarcération que nous avons évoquées ici dans le détail n'ont pas été prises en compte pour la reconstitution de sa situation. Dreyfus obtient malgré tout la Légion d'honneur quelques jours plus tard. Renonçant à prétendre à toute indemnité financière et toute perspective de carrière étant impossible, il demande sa mise en retraite en 1907, mais Dreyfus est rattrapé par l'affaire qui lui a gâché sa vie. Le 4 juin 1908, à l'occasion du transfert des cendres d'Émile Zola au Panthéon, Alfred Dreyfus est victime d'un attentat. Exactement, un journaliste d'extrême droite, un proche d'Édouard de Rumont, du nom de Louis Grégory, lui tire 2 coups de revolver et blesse Dreyfus légèrement au bras. L'auteur de la tentative d'assassinat sera acquitté, soutenu notamment par la Ligue de l'Action française, créée quelques années plus tôt, et qui, il faut le savoir, à ce moment-là, mène de véritables coups de force très violents avec les fameux, les sinistres camelots du roi pour empêcher, par exemple, la tenue des cours à la Sorbonne et dans les universités qui sont, selon les antisémites, disciples de Maurras, des lieux juifs et de, je cite, l'anti-France. On voit par exemple des camelots du roi faire irruption en pleine université, en plein cours, pour s'en prendre physiquement à certains professeurs et puis certains élèves parfois qui les soutiennent. Alors, officier de réserve, Dreyfus est mobilisé pendant la Première Guerre mondiale. Il est affecté en 1917, notamment au chemin des Dames, puis à Verdun. Oui, comme vous le savez, le chemin des Dames et Verdun qui feront partie des batailles les plus sanglantes et les plus terribles de la Première Guerre mondiale, ce qui vaut du coup quand même à Dreyfus d'être promu lieutenant-colonel à la fin du conflit. Il obtient la Croix de guerre, il est élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. Et Alfred Dreyfus, dans les années suivantes, qui est malade et qui meurt le 12 juillet 1935 à l'âge de 75 ans d'une crise cardiaque. Il repose au cimetière du Montparnasse. Depuis l'affaire Dreyfus, on le sait, n'a jamais cessé d'être présente. Elle a fait l'objet de nombreux livres, des pièces de théâtre, des films, etc. Un musée est même désormais dédié à l'affaire, le premier en France. Il se trouve dans la maison d'Émile Zola, à Médin, dans les Yvelines. Pour terminer, il faut dire aussi, Christophe, que ce scandale de l'affaire Dreyfus va également profondément marquer la communauté juive, pas seulement en France, mais aussi dans le monde. Et oui, il faut savoir par exemple que Theodor Herzl, qui a été correspondant pour un journal viennois à Paris, avait été témoin des débuts de l'affaire Dreyfus. Et par exemple, il assiste en 1895, on imagine son effarement, à la dégradation d'Alfred Dreyfus, qu'on avait évoqué en présence de beaucoup de monde. Et du coup, à ce moment-là, c'est vraiment un choc pour lui, car cette haine à l'égard des Juifs qu'il avait connue en Autriche, et c'est pour cela qu'il était d'ailleurs venu s'installer à Paris au début des années 1890, lui a laissé penser que c'était donc possible aussi, hélas, que dans l'Hexagone, dans le pays qui avait été le premier à accorder l'émancipation des Juifs sur la Révolution française en 1791, l'antisémitisme existait. Cette affaire Dreyfus va donc convaincre Herzl de l'urgence de créer un foyer national juif pour permettre aux Juifs du monde entier de trouver un refuge face à l'antisémitisme. Absolument, et le procès Dreyfus fit de moi un sioniste, c'est ce qu'écrira d'ailleurs Herzl quelques années plus tard. Et dans son livre Der Judenstaat, l'état des Juifs, paru en 1896, Herzl écrit, je le cite, « Si la France, bastion de l'émancipation, du progrès et du socialisme universaliste, peut se laisser emporter dans un maelstrom d'antisémitisme et laisser la foule parisienne scander à mort les Juifs, où ces derniers peuvent-ils encore être en sécurité, si ce n'est dans leur propre pays ?» Je poursuis et je termine. « L'assimilation ne résoudra pas le problème parce que le monde des gentils ne le permettra pas, comme l'affaire Dreyfus l'a si clairement démontré. » On peut donc dire que le premier congrès sioniste de Bâle en 1897, acte de naissance du sionisme, est directement lié en partie à l'affaire Dreyfus, très certainement. Merci beaucoup Christophe Dard pour ce nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France. À très vite pour un prochain numéro.